Salut à tous, c'est Adam de Planète Tutorat, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler d'une importante période de l'histoire, plus particulièrement de deux événements importants, la Révolution américaine et la Révolution française. Important pour ses impacts, mais aussi on va voir ses causes, comment est-ce que les habitants des 13 colonies et de la France en sont arrivés à ce point. Donc restez avec nous si vous voulez des réponses à ces questions. À la fin du XVIIIe siècle, le vent du changement soufflait sur le monde. Deux révolutions séparées par l'océan Atlantique allaient redéfinir les notions de liberté, d'égalité et de gouvernance. En Amérique, les colons, fatigués des taxes oppressives et du contrôle britannique sans représentation locale, ont pris les armes. La déclaration d'indépendance de 1776 marque la naissance d'une nouvelle nation, les États-Unis d'Amérique. Peu de temps après, la France, inspirée par son voisin transatlantique et rongée par l'inégalité et la faim, se soulève. Ce qui commence avec la prise de la Bastille en 1789 devient une lutte acharnée pour renverser la monarchie déjà millénaire en France. Donc commençons cette vidéo en regardant un peu le contexte historique des Lumières parce que c'est justement ce contexte historique qui commence timidement à souffler les idées de la Révolution. Le siècle des Lumières, également connu sous le nom d'âge de la raison, est une période de profonde transformation intellectuelle en Europe. Donc ce mouvement culturel et philosophique a mis l'accent sur la raison, l'analyse critique et l'individualisme plutôt que l'obscurantisme du Moyen-Âge, où les traditions et les croyances établies par les religieux empêchaient les nouvelles découvertes scientifiques. Les philosophes des Lumières ont remis en question les fondements de la société et de la gouvernance et préconisent maintenant la fameuse expression la liberté, l'égalité et la fraternité. Encore une fois, ils ont combattu l'obscurantisme et ont œuvré pour l'éducation, la science et le progrès comme moyen d'améliorer la société. C'était surtout ça, l'essence des Lumières. Donc il y a eu beaucoup de philosophes et intellectuels influents durant les Lumières. Il y a eu Jean-Jacques Rousseau qui était philosophe genevois. Rousseau a profondément influencé la politique et l'éducation. Donc dans son ouvrage Du contrat social, il expose l'idée que le gouvernement légitime repose sur le consentement des gouvernés et introduit la notion de volonté générale. Donc le consentement des gouvernés, ça veut dire que les gouvernés, donc les citoyens, doivent avoir leur mot à dire dans les décisions du gouvernement. Donc c'est un personnage très important parce que ses idées seront à l'origine des révolutions françaises et américaines. Il y a eu Voltaire aussi, donc, qui était une figure emblématique du siècle des Lumières. Il était connu pour son esprit critique, sans plaidoyer pour la liberté de pensée, d'expression et surtout de religion. Donc il était critique, vraiment très critique envers la religion. À travers ses nombreuses œuvres, dont Candide, il dénonce l'intolérance, l'injustice et les abus de l'Église, justement, et de l'État, pareillement, et juge que ceux-ci doivent accepter la liberté de pensée et de religion des hommes. Finalement, il y a eu John Locke, bon, il y en a eu beaucoup d'autres, mais on termine par John Locke, qui était un philosophe anglais, qui était souvent considéré comme le père du libéralisme. Donc, c'est notamment dans son œuvre Deux traités du gouvernement qu'il parle des principes du libéralisme, qui sont essentiellement les droits naturels tels que la vie, la liberté et la propriété, ainsi que la séparation des pouvoirs de l'État, et surtout l'idée que la souveraineté réside dans le peuple. Donc il a également influencé la théorie éducative et la philosophie de la connaissance. Donc ça, c'est très important, c'est la liberté individuelle et la séparation des pouvoirs de l'État qui vraiment vont influencer grandement les deux révolutions, donc la révolution américaine et la révolution française. C'est-à-dire la séparation de l'État, c'est un concept en fait qui veut que tous les pouvoirs qui sont concédés à l'État soient séparés par différentes branches. Donc que les pouvoirs, entre autres, ne soient pas seulement mis entre les mains d'un seul individu qui est le roi essentiellement. D'accord ? Donc le roi ne doit pas avoir tous les pouvoirs parce que ça donne la place plutôt
à vraiment des abus de pouvoir. Et les philosophes des Lumières maintenant ont partagé une série de principes universels justement qui ont profondément influencé la pensée moderne. Donc, au cœur de leur philosophie résidait la valorisation de la raison, de l'intellectuel, donc le fait de réfléchir de manière scientifique, comme outil principal pour comprendre le monde et améliorer la condition humaine. Donc ils prônaient la liberté individuelle. Ce qu'on veut dire par liberté individuelle, pour que vous compreniez ce terme, c'est la liberté de pensée, d'expression et de religion, comme droits fondamentaux. Donc l'égalité devant la loi et la remise en question des institutions basées sur des privilèges héréditaires, donc des privilèges qui vont de père en fils. Ça veut dire en gros qu'une personne ne peut pas avoir plus de droits parce qu'elle est plus élevée dans la société. Donc les Lumières ont aussi encouragé l'éducation et le savoir scientifique, donc ils considéraient l'ignorance comme le principal obstacle au progrès et au bien-être de la société. Enfin, ils soutenaient l'idée du contrat social, où le gouvernement est fondé sur le consentement des gouvernés et œuvre pour le bien commun, ainsi qu'une séparation des pouvoirs de l'État pour éviter qu'une personne se retrouve avec tous les pouvoirs. Donc ce que vous devez retenir, c'est les idées universelles des philosophes des Lumières, donc c'est la liberté individuelle qui est liberté de pensée, de religion et de propriété, la l'égalité devant la loi également, donc une personne n'a pas plus de droits que quiconque, peu importe qui elle est, peu importe à quel point elle a de l'argent, et la séparation des pouvoirs pour éviter qu'une seule personne se retrouve avec tous les pouvoirs. Donc au cœur du XVIIIe siècle, une révolution intellectuelle prend forme. Les philosophes des Lumières s'apprêtent à changer le monde, et comment ? En partageant leur vision à travers des moyens aussi variés qu'innovants. Parmi leurs contributions les plus marquantes, l'encyclopédie se démarque. Éditée par Diderot et d'Alembert entre 1751 et 1772, cette collection monumentale vise à compiler tout le savoir de l'époque. Donc vraiment une audace éditoriale sans précédent qui met la connaissance à portée de main, donc à portée de tous. Bah oui, parce que ça permet à tout le monde maintenant d'avoir accès à des connaissances. Donc rappelez-vous qu'un des principes des philosophes des Lumières, c'est vraiment d'œuvrer contre l'obscurantisme façon Moyen-Âge de l'Église. Mais les idées des Lumières ne se contentent pas de rester figées sur le papier, elles s'envolent au-delà des pages et animent les salons tenus par des femmes éclairées. Donc ces espaces deviennent le théâtre de discussions passionnées où philosophes, artistes et penseurs s'échangent librement leurs idées, dont justement les idées de révolution. D'ailleurs, Molière en fera une caricature dans son œuvre, petite parenthèse, Les Précieuses Ridicules, en se moquant un peu du parler abusément soutenu que les intellectuels, entre guillemets, bourgeois, avaient dans ces salons comme ceux de Paris. Ainsi, retenez que la diffusion des idées humanistes sont diffusées dans des écrits comme l'encyclopédie de Diderot et Lambert et dans les salons. Maintenant, parlons un peu de séparation des pouvoirs. Encore au cœur du XVIIIe siècle, une idée révolutionnaire commence à prendre forme chez les philosophes des Lumières. Une idée qui va à l'encontre de la concentration des pouvoirs dans les mains d'une seule et même personne. Imaginez un monde où le même individu décide des lois, les applique et juge ceux qui les enfreignent. Donc les philosophes des Lumières y ont vu plutôt un terrain fertile pour l'abus de pouvoir, donc capable de condamner un innocent ou de créer des lois pour son propre intérêt. Donc on l'a déjà vécu dans l'histoire avec les empereurs de la Rome antique et aussi dans l'Europe de l'époque moyenâgeuse avec les rois. Donc c'est quoi leur solution ? Une séparation claire et nette des pouvoirs de l'État. Donc le pouvoir législatif pour créer les lois, le pouvoir exécutif pour les appliquer et le pouvoir judiciaire pour juger les accusés selon ces lois. Donc une idée simple mais révolutionnaire qui remet en question l'autorité absolue des rois. Si on voulait traduire ça en langage moderne, eh bien, le Parlement à Québec ou Ottawa, c'est le pouvoir législatif qui élabore les lois plutôt. Le pouvoir exécutif, c'est la police qui fait appliquer les lois.
et le pouvoir judiciaire, ce sont les juges et les jurés qui interprètent les lois et jugent les accusés au tribunal. Donc, cette vision d'une gouvernance équilibrée vise à protéger les citoyens contre l'arbitraire et à garantir une justice plus juste et équitable. Maintenant qu'on connaît un peu le contexte de l'époque, le mouvement des Lumières qui prône la liberté individuelle, donc pensée, religieuse et propriété, l'égalité des hommes devant la loi et la séparation des pouvoirs de l'État pour éviter qu'un individu ait le contrôle sur tout, on va parler des révolutions américaines et françaises. Alors contrairement à la croyance populaire, la révolution américaine a eu lieu avant la révolution française. C'est pour ça qu'on va commencer avec elle. Alors, la révolution américaine commence en 1775, où commencent les affrontements entre colons américains et soldats britanniques, et se termine pas mal vers les alentours de 1789 avec l'application de la Constitution américaine. On pourrait dire également qu'elle se termine en 1783 avec la signature du traité de Paris, qui met fin aux hostilités entre Américains et Britanniques et qui reconnaît officiellement les États-Unis. Il y a surtout deux facteurs qui poussent la révolution américaine. Le premier, c'est la prospérité économique des 13 colonies, et la seconde, ce sont les idées des Lumières elles-mêmes, donc liberté, égalité et autodétermination. Alors au niveau géographique, faut savoir que les possessions anglaises en Amérique du Nord sont énormes. Donc en effet, lors de la guerre de 7 ans, qui se termine en 1763, la Grande-Bretagne gagne contre la France qui perd, elle, presque toutes ses possessions en Amérique du Nord. Donc aux États-Unis, on ne les appelle pas encore comme ça à l'époque, mais ça va venir, eh bien sur la côte Est se trouvent 13 États qu'on appellera les 13 colonies. Au nord, on a les États occupés par les marchands, alors qu'au sud, on a les États occupés par les riches propriétaires terriens. La situation géographique dans les 13 colonies n'est pas à plaindre. La population continue de s'accroître et l'économie est excellente. Faut comprendre aussi que c'est impressionnant si on prend en considération le mercantilisme britannique qui impose des restrictions économiques aux 13 colonies. Donc le mercantilisme, c'est quoi ? Eh bien, c'est une politique économique de la Grande-Bretagne, donc du XVIe ou XVIIIe siècle, qui s'accumulait le plus de richesses possible, notamment avec les métaux précieux. Et vraiment, la Grande-Bretagne voulait importer plus que ce qu'elle exportait pour que la Grande-Bretagne se permette d'accumuler de plus en plus de richesses au fil du temps. Donc voilà pour faire court. Voilà le mercantilisme britannique. On peut imaginer que les 13 colonies à l'époque commençaient à trouver cette situation-là assez dérangeante et pour cette cause naît dans les 13 colonies un sentiment d'indépendance qu'on appelle autodétermination dans ce cas. Vous vous rappelez de la guerre de 7 ans entre la Grande-Bretagne et la France qui se termine en 1763 ? Eh bien, même si cette guerre a été gagnée par les Britanniques, eh bien, cette guerre leur aura coûté très cher. Les coffres de la Grande-Bretagne sont presque vides. Donc, quelle est la solution pour la Grande-Bretagne ? Eh bien, c'est de taxer les 13 colonies. Bien sûr, les 13 colonies se disent « Wow, attendez une seconde, c'est vous qui vous êtes battus contre les Français, et là, vous nous demandez à nous de payer. » Donc, comprenez que de l'autre côté de l'Atlantique, les 13 colonies, eux, ne veulent rien savoir de la guerre entre la France et la Grande-Bretagne. Ce n'est pas leur combat et les Américains ne comprennent pas pourquoi c'est eux qui devraient payer pour la Grande-Bretagne, donc pour les petites guéguerres entre la France et la Grande-Bretagne essentiellement. En plus de ça, la Grande-Bretagne ne donnait même pas la possibilité aux 13 colonies d'étendre leur territoire. Pas question pour la Grande-Bretagne de donner le reste du territoire à l'ouest à quelqu'un d'autre. Donc les colons américains se trouvent surtaxés si on ajoute à ça les taxes que la Grande-Bretagne leur demandait déjà. Donc on a des taxes sur les produits vraiment prisés à l'époque, sur le sucre, le Sugar Act, une taxe sur le sucre qui provient des Antilles françaises. On a le Stamp Act qui oblige les marchands à acheter un timbre pour vendre leurs marchandises. On a le Townshend Act qui est une taxe supplémentaire sur le thé, le papier et le verre. On a finalement le Tea Act qui oblige les colons américains à acheter du thé à fort prix de la Grande-Bretagne. Bref,
tous les moyens possibles étaient là pour que la Grande-Bretagne remplisse leurs coffres aux dépens des colons américains. Bien entendu, les colons américains sont absolument furieux. Le pire là-dedans, c'est qu'ils peuvent rien dire parce qu'ils n'ont pas de représentants au Parlement de la Grande-Bretagne, donc ils ne peuvent pas se défendre. Donc pour protester, les colons inventent un slogan « No taxation without representation », qui veut dire « pas de taxes sans représentation ». En gros, les colons américains disent « pensez même pas à nous taxer si on ne peut pas se défendre au Parlement ». Les colons donc se mettent à boycotter les produits britanniques, donc boycotter ça veut dire bouder si vous voulez, donc ils cessent d'acheter les produits britanniques et se mettent à distribuer des pamphlets critiquant le gouvernement britannique. Donc là essentiellement on a deux causes supplémentaires du pourquoi de la Révolution américaine. Un, ça commence après 1763, après la guerre de 7 ans, quand les Britanniques demandent aux 13 colonies « Hey, payez pour nous s'il vous plaît, on n'a plus d'argent après notre guerre contre la France ». Et ensuite, les multiples taxes dont la Tea Act par exemple, où ils demandent aux 13 colonies de payer encore plus qu'ils paient déjà. Les multiples taxes et le manque de représentation politique provoquent la frustration des colons américains, bien entendu. Se désignant eux-mêmes comme des patriotes, ils expriment ainsi leur fierté d'être américains et leur opposition à la Grande-Bretagne. Donc, suite à des tentatives inefficaces de revendiquer leurs droits de manière pacifique, donc des pamphlets plutôt qui critiquent le gouvernement britannique, ils adoptent des méthodes bien plus extrêmes pour attirer l'attention sur leurs revendications. C'est vraiment là que les hostilités commencent. En 1773, au port de Boston, des colons américains abordent des navires britanniques chargés de thé et déversent leur contenu dans l'eau. Donc cette manifestation de désobéissance civile illustre la contestation des patriotes contre les impositions britanniques, notamment sur le thé. Cet épisode marquant de l'histoire américaine sera connu sous le nom de Boston Tea Party. Donc bien entendu, tout ça est symbolique. Donc Boston Tea Party, en français, le parti du thé de Boston, j'imagine, pour moquer un peu la taxe sur le thé des Britanniques. Et c'est là qu'ils vont commencer justement à boycotter le thé et autres produits venant de la Grande-Bretagne. Maintenant, en 1774, face à des lois britanniques jugées oppressives, des leaders visionnaires des 13 colonies se rassemblent en un congrès révolutionnaire. Donc leur mission, c'est quoi ? C'est d'unifier leur voix pour contester l'injustice et tracer la voie vers l'autonomie. Donc animés d'un esprit d'indépendance, ils posent les fondations d'une lutte armée. Donc, dès 1775, les premières étincelles de combat jaillissent, annonçant le début d'une série de batailles pour la liberté. Donc, parmi eux, un leader émerge, c'est George Washington, au début général, ensuite destiné à devenir le premier président des États-Unis un peu plus tard. Donc, nommé général en chef, il prend la tête de l'armée des patriotes, guidant ses compatriotes vers l'espoir d'une nouvelle nation. Donc, le 4 juillet 1776, un moment décisif, le Congrès rédige la déclaration d'indépendance, proclamant haut et fort leur désir de se détacher de la Grande-Bretagne. Donc, qui est inspiré par les idéaux des Lumières, liberté, égalité, autonomie. Donc, ce document audacieux, donc la déclaration d'indépendance, marque la naissance d'une vision nouvelle pour les colonies. Donc, face à ce défi, la couronne britannique reste inflexible. Donc elle ne bouge pas, elle ne réagit pas. Elle ne veut absolument rien savoir et rejette la déclaration. Donc c'est quoi la conséquence à ce rejet ? Eh bien, les patriotes doivent désormais affirmer leur indépendance, non seulement en parole, mais aussi sur le champ de bataille. Donc ce qui commence par des mots et des idéaux se transforme en une lutte acharnée pour la liberté. C'est à travers cette épreuve par le feu que les patriotes sous la houlette de Washington, s'engage résolument sur le chemin vers une indépendance véritable, jetant les bases de ce qui deviendra les États-Unis qu'on connaît aujourd'hui. Dans leur quête pour l'indépendance, les patriotes américains se retrouvent face à un défi colossal. Ils sont moins nombreux et moins bien armés que leurs adversaires britanniques. La bataille pour la liberté s'annonce extrêmement difficile. Donc, conscients de leurs limites face à la puissance britannique, ils cherchent de l'aide auprès d'un pays qui déteste probablement autant que la Grande-Bretagne à ce moment, et ce pays c'est la France.
l'adversaire de longue date de la Grande-Bretagne. Donc dans un geste de solidarité et voyant une opportunité de contrecarrer son rival historique, la France accepte de soutenir la cause américaine. La France reconnaît officiellement l'indépendance des colonies américaines, marquant un tournant dans le conflit. Donc le soutien français, vital et opportun, renforce le moral et les rangs des patriotes qui ne sont plus seuls face aux grands Britanniques. En 1781, le destin de la Révolution se joue à Yorktown. Dans une confrontation décisive, l'alliance franco-américaine met en déroute les forces britanniques. Donc cette victoire écrasante signe le début de la fin pour le contrôle britannique sur les colonies. Donc 2 ans plus tard, en 1783, le traité de Paris vient consacrer ce triomphe. Donc l'indépendance américaine est officiellement reconnue donc lors du traité de Paris, ouvrant un nouveau chapitre dans l'histoire. Donc après avoir remporté leur indépendance de la Grande-Bretagne, les patriotes se retrouvent avec un nouveau pays. Donc il faut bien qu'ils sachent quoi en faire, pas vrai ? Eh bien, ils se consacrent à l'édification de leur nouvelle nation. Donc en 1787, les délégués du Congrès élaborent et adoptent la constitution du pays, marquant la naissance officielle des États-Unis d'Amérique comme une fédération des 13 colonies. Donc une constitution, c'est quoi ? Eh bien, c'est simplement un document dans lequel il y a des lois qui définissent un pays ou un État. Donc ces lois sont au-dessus des autres lois civiles ou provinciales, même fédérales. Donc ce document fondateur établit les durées de mandat pour les dirigeants, définit les critères d'éligibilité au vote, précise l'organisation des systèmes judiciaires ainsi que d'autres institutions. Donc la Constitution intègre également plusieurs principes inspirés des Lumières tels que le droit à la propriété, la séparation des pouvoirs et l'égalité de tous les citoyens devant la loi, bien que, à cette époque, ni les femmes ni les personnes noires ne jouissent encore de droits civiques. Les États-Unis utilisent le modèle de fédération. Alors c'est quoi un modèle fédéral ? Eh bien, une fédération est un État qui répartit le pouvoir entre le gouvernement central, donc Washington par exemple, et les autres provinces, donc, ou États dans le cas des États-Unis bien entendu. Donc les 13 colonies se transforment en 13 États dotés chacun de leur propre gouvernement, tout en étant unis sous l'autorité d'un gouvernement fédéral central, donc Washington. Les compétences sont réparties entre le gouvernement fédéral et les gouvernements étatiques. Ainsi, si la défense nationale relève de la juridiction fédérale, donc Washington, la gestion de la santé publique est laissée à la discrétion des États. C'est dans ce contexte que George Washington est désigné par le Congrès comme le premier président des États-Unis. Il y a certains États par contre qui hésitent à rejoindre la fédération. Alors le Congrès opte pour l'ajout d'amendements à la Constitution, soit des ajustements. Donc ces 10 premiers amendements sont connus sous le nom de Bill of Rights, ou Déclaration des droits en français, donc qui est édité en 1791. C'est là par exemple qu'on parle du premier amendement qui dit par exemple la garantie d'une liberté d'expression, ou encore le deuxième amendement qui donne le droit de porter une arme, notamment pour se protéger contre une tyrannie gouvernementale. Donc cette action reflète clairement l'impact des idées des Lumières, incluant notamment le principe fondamental de la liberté d'expression. Donc voilà ce qui conclut sommairement la Révolution américaine, qui, l'on a compris, était directement influencée par les idéaux des Lumières comme la liberté individuelle, l'égalité devant la loi ou encore la séparation des pouvoirs. On sait que le désir d'indépendance des 13 colonies a été poussé par un désir de se libérer de la tutelle de la Grande-Bretagne, notamment à cause de cette taxation abusive sur les 13 colonies, ou encore le fait qu'elles refusaient aux 13 colonies d'étendre leur territoire, et aussi a été poussé par les idées des philosophes des Lumières, notamment avec celle de Jean-Jacques Rousseau, en particulier son idée qu'un gouvernement légitime repose sur l'accord de la population gouvernée. Donc pourquoi la Grande-Bretagne taxait autant les 13 colonies ? Parce que la Grande-Bretagne, qui avait gagné la guerre de 7 ans contre la France, en était quand même ressortie complètement endettée. Ensuite, les 13 colonies ont eu l'idée
de demander à la France d'aider dans la guerre d'indépendance contre la Grande-Bretagne, et ça a mené à l'indépendance des États-Unis et à la formation de la Constitution américaine inspirée par des idées des Lumières. Maintenant, une autre révolution qui, elle, aura encore plus influencé l'Occident, la Révolution française. Donc la Révolution française, un tournant majeur dans l'histoire mondiale, ne s'est pas produit dans le vide. Elle a été précédée par la Révolution américaine, un événement qui non seulement a inspiré les Français, mais peut aussi être vu comme l'une des causes de leur propre révolution. Donc les idées progressistes des philosophes des Lumières, prônant la liberté, l'égalité et la fraternité, ont résonné à travers l'Atlantique, poussant les Français à remettre en question et à défier l'ordre monarchique ancestral qui régnait sans partage sur la France depuis plus de 1000 ans. Donc portés par cet élan de liberté, les citoyens français se sont soulevés, inaugurant une période de profonde transformation sociale et politique qui remettrait en cause les fondements même de la monarchie. Donc, cependant, cette quête de changement aboutit à un paradoxe historique. En 1799, Napoléon Bonaparte s'empare du pouvoir, marquant le retour à une forme de pouvoir absolu, bien loin des idéaux démocratiques qui avaient enflammé la Révolution. Donc la France n'est plus dirigée par un roi, mais elle est dirigée par un empereur. Donc néanmoins, penchons-nous un peu sur la Révolution française et comprenons pourquoi elle est arrivée et l'impact qu'elle a eu jusqu'à aujourd'hui. Au XVIIIe siècle, la France est gouvernée par une forme de gouvernance connue sous le nom de monarchie absolue, où le monarque, qu'il soit roi ou reine, détient l'intégralité du pouvoir. Donc cette structure politique est désignée par le terme « ancien régime » en France. Le roi réside à Versailles, d'où il dicte ses volontés à la nation. Donc la concentration du pouvoir entre les mains des dirigeants de l'Ancien Régime, combinée aux principes prônés par les philosophes des Lumières, inciteront finalement le peuple français à se soulever contre le statu quo. L'Ancien Régime se distingue par sa structure sociale spécifique, répartie en 3 catégories ou 3 ordres, la noblesse, le clergé et le tiers-état. Donc les membres du tiers-état sont considérés et traités comme inférieurs aux individus des 2 autres classes sociales. Cette inégalité flagrante contredit les principes valorisés par les philosophes des Lumières à l'époque, notamment en termes de liberté, d'égalité et de justice. Il faut comprendre qu'en France, autant dans les salons que dans les campagnes, il commence à y avoir beaucoup de discussions contre le pouvoir royal. Les Français de l'époque sont furieux, ils n'ont rien à manger et le roi prend des décisions qui n'avantagent en rien la population. Donc, au sommet de la hiérarchie sociale de l'Ancien Régime se trouve le roi, bien entendu, détenteur de l'intégralité des pouvoirs, juste en dessous la noblesse et le clergé qui représentent environ 2% de la population et qui jouissent de privilèges significatifs. Donc imaginez ça, les élites qui sont la noblesse et le clergé sont souvent exemptés de taxes, ça veut dire qu'ils n'en paient pas ou peu et profitent des revenus de leur vaste propriété. Et cette aisance, c'est cette aisance financière justement qui leur permet de se consacrer à des rôles de premier plan au sein de l'administration royale. En gros, ils forment une sorte de petit club privilégié où la presque totalité de la population en est exclue. Pour comprendre le sentiment de frustration chez les Français, il faut le savoir, surtout qu'à l'époque, la presque totalité de la population française vit dans la pauvreté et savoir que eux doivent payer des taxes pour financer les dépenses du gouvernement, alors que les riches ne paient aucune taxe, bien sûr c'est une bombe à retardement sur le point d'exploser en France. Ensuite, la guerre de 7 ans, qui s'étale de 1756 à 1763, plonge la France dans une crise financière abyssale. Les caisses du royaume se vident, laissant le pays face à une dette colossale. Et oui, parce que la Grande-Bretagne n'est pas la seule à se retrouver endettée jusqu'au cou après la guerre de 7 ans, dans un effort désespéré pour renflouer les finances royales. Et oui, parce que le roi est complètement désespéré et ne sait pas quoi faire, le monarque se retourne vers ceux qu'il pense pouvoir le plus contribuer, le tiers-état. Donc une décision lourde de conséquences qui va alourdir le fardeau fiscal de la population la plus pauvre du royaume,
Donc quand on parle de fiscal, on parle de taxes et des impôts, d'accord? Donc pendant ce temps, la noblesse et le clergé, dans un éclat de privilèges, restent à l'abri de cette nouvelle pression fiscale. Leur train de vie luxueux reste inchangé, donc exacerbant un fossé déjà profond entre eux et le peuple. Cet accroissement des taxes et impôts, sans le moindre effort de la part des classes privilégiées pour partager le fardeau, sème les graines de l'injustice dans le cœur des paysans, une étincelle de mécontentement qui menace de s'embraser. Ainsi, dans le sillage d'une guerre dévastatrice et des décisions d'un roi distant, le peuple français se retrouve au bord du précipice, prêt à défier le cours de l'histoire. Une lutte pour l'équité et la justice est sur le point de commencer, marquant le début d'un des chapitres les plus dramatiques de l'histoire française. Essentiellement, ce que vous devez comprendre, c'est que la guerre de 7 ans met la France sur le bord de la faillite et plonge la France dans une crise financière, et le roi, pour essayer de renflouer les coffres de la France, taxe comme pas possible le tiers-État, donc clin d'œil au Royaume-Uni qui a également fait la même chose, mais contre les 13 colonies du coup, et ce sentiment de colère des Français face à la monarchie et la noblesse qui vivent dans un luxe sans rien payer, alors que le tiers-État doivent payer une montagne d'impôts, ne fait que mettre la table à la Révolution. Donc pour en rajouter une couche, une crise agricole éclate en France dans les années tumultueuses de 1787 à 1788. La France est emprisonnée dans l'étreinte glaciale de conditions climatiques dévastatrices. Les terres jadis fertiles se dessèchent, annonçant le spectre de la famine qui commence à hanter le pays. Donc les paysans, échine courbée sous le poids de l'injustice, luttent pour extraire chaque once de vie de cette terre ingrate. Leurs mains, bien que laborieuses, peinent à arracher leur subsistance à ces sols devenus avares. Donc dans l'ombre, certains nobles, loin d'être touchés par le désespoir ambiant, voient dans cette calamité une opportunité d'or. Ils accumulent le blé et le revendent à des prix exorbitants, donc exacerbant ainsi la crise qui étrangle le peuple. Et encore une fois, dans ce tableau de souffrance et de désespoir, ce sont les élites, le roi, la noblesse et le clergé qui récoltent les fruits de cette terre de misère, s'enrichissant sur le dos du peuple au bord de la rupture qui meurt déjà de faim. Maintenant, les bourgeois faisant partie du tiers-État, eux aussi sont affectés par la crise et veulent améliorer leurs conditions et obtenir des positions clés au sein de l'administration royale. Donc ce désir déjà, source de mécontentement, est exacerbé par la crise. Donc eux aussi, les bourgeois commencent à être en colère contre le pouvoir royal, et les bourgeois, on le verra plus tard, deviendront les porte-parole du tiers-État. Pour répondre à la crise financière, le monarque français de l'époque, Louis XVI, initie la convocation d'une assemblée de représentants des 3 ordres sociaux, la noblesse, le clergé et le tiers-État, connus sous le nom d'États généraux, qui commence le 5 mai 1789. En prévision de cette réunion cruciale, le roi sollicite de ses sujets qu'ils expriment par écrit leurs revendications et propositions. Donc ces contributions sont compilés dans des documents désignés comme le cahier des doléances. Ces textes dénoncent l'injustice des taxes pesant exclusivement sur le tiers-État et appellent à une répartition plus équitable de l'impôt entre tous les ordres. Donc en gros, ce que le tiers-État veut, c'est qu'ils ne soient pas les seuls à payer ces taxes et qu'elles soient réparties de manière équitable entre eux, le clergé et la noblesse. Malgré le soutien du roi à cette demande d'égalité fiscale, fiscale ça veut dire des taxes et des impôts, on se rappelle, cette demande d'équité fiscale se heurte au refus catégorique de la noblesse et du clergé, bien évidemment. Donc le décor est ainsi planté pour une révolution du peuple, ce qui est dommage pour le roi qui en subira les lourdes conséquences bien plus tard. Donc le roi est favorable, le roi veut aider à alléger le fardeau fiscal du peuple, mais le clergé et la noblesse refusent. En quelque sorte, le roi est victime de l'entêtement de la noblesse et du clergé qui bénéficient depuis trop longtemps des privilèges qu'ils ne veulent plus laisser tomber. Pendant ce temps, alors que les États généraux font leur discours, une vague de révolte balaie la France. Partout, le peuple se soulève, porté par un désir ardent de justice. Le tiers-État,
la voix de ceux longtemps réduits au silence exige une refonte de la société face à l'obstination de la noblesse et du clergé à ne pas vouloir payer quoi que ce soit. Les bourgeois, qui sont les porte-paroles du tiers-état, se voient rebutés, le rappel à la justice étouffée, mais loin de se résigner, ils convoquent leur propre rassemblement, un acte de défi qui scellera le destin de la nation. Le 17 juillet 1789 marque un tournant. Dans une salle empreinte de conspiration, ils forgent un pacte indéflectible, rester unis jusqu'à ce que la France se dote d'une nouvelle constitution, une charte qui abolira les privilèges séculaires, un rêve de liberté prenant forme. Cette assemblée constituante, inspirée par les idéaux lumineux des philosophes des Lumières, devient le fer de lance d'un mouvement révolutionnaire. Une menace plane sur le trône du roi et l'ordre établi, promettant de balayer l'ancien régime dans les annales de l'histoire. Alors que les États généraux se tiennent toujours, une série d'émeutes éclate à travers la France, mais le 14 juillet 1789 se distingue comme un jour de rupture, un tournant décisif dans l'histoire française. Ce jour-là, animé par un esprit de vengeance, des hommes et des femmes du tiers-état se lancent à l'assaut de la Bastille. Ce n'est pas seulement une prison qu'ils attaquent, mais le symbole même de l'oppression royale. Le tiers-état n'attaque pas les prisonniers, Au contraire, ils veulent en libérer, beaucoup d'entre eux étant injustement sous les barreaux pour des décisions politiques. Peu nombreux sont les prisonniers à être libérés, mais l'acte dépasse de loin le simple sauvetage. La Bastille, où le roi pouvait enfermer n'importe qui sans jugement, représente l'arbitraire et l'injustice du pouvoir absolu. Donc c'est un symbole que le tiers-état attaque et faut le comprendre. La chute de la Bastille signale le début d'une nouvelle ère. Maintenant, on est au cœur de l'été 1789, une période qui va bouleverser à jamais le destin de la France. Le 4 août, sous la pression d'un peuple assoiffé de justice, les députés se voient forcés par le peuple d'effectuer un choix historique. Les privilèges ancestraux de la noblesse et du clergé sont abolis, marquant la fin d'une ère de disparité insoutenable. Le 26 août, un nouveau chapitre s'ouvre avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, un texte révolutionnaire qui consacre les libertés fondamentales de chaque individu. L'ancien régime s'effondre. La monarchie absolue de Louis XVI cède place à une monarchie constitutionnelle le 3 septembre 1791 et ce jour même, la Constitution française voit le jour. Mais le roi, dans un ultime effort pour conserver son pouvoir, défie la Révolution. C'est quand même ironique parce que, parenthèse, Louis XVI ne voulait pas être roi. À la base, c'était son père qui devait l'être, son père qui se nommait aussi Louis. Oui, je sais, c'est mélangeant. Donc Louis XV est décédé et a laissé la France dans une situation économique difficile. Le fils de Louis XV devait prendre sa place, mais il est décédé en 1775, laissant le trône vacant. C'est donc son fils, Louis XVI, qui lui est le petit-fils de Louis XV, qui prend sa place. Donc, d'après plusieurs historiens, Louis XVI avait tenté de moderniser le système fiscal et voulait de bon cœur le meilleur pour son peuple, mais la noblesse et des membres privilégiés de son gouvernement refusaient à chaque fois. Donc un choix qui le mènera à son tragique destin. Et oui, parce qu'en janvier 1793, c'est la chute de la monarchie en France. Louis XVI est guillotiné, scellant ainsi le sort de la royauté française. Aussi, on peut parler des sans-culottes qui étaient une classe sociale influente pendant la Révolution française. Elle était principalement composée de travailleurs urbains pauvres, tels que des artisans, des ouvriers et des commerçants. Leur nom sans-culottes, littéralement sans-culottes, fait référence à leur rejet des culottes, qui ne sont pas de culottes comme vous le pensez bien entendu, mais plus des pantalons serrés portés par la noblesse et la bourgeoisie au profit du pantalon long. Encore une fois, on s'attaque plutôt à tous les symboles possibles relatifs à la noblesse et à la royauté. Donc le pantalon moderne, on va dire, qui est un symbole de leur appartenance à la classe populaire. Si on parle un peu de la défense du droit des femmes, Nicolas
Condorcet était un acteur important. Donc c'était d'abord un mathématicien, mais aussi un philosophe et un homme politique. Donc il a siégé à l'Assemblée législative à partir de 1791, tout juste après la Révolution, et écrivait des livres et des articles où il défendait des droits, incluant celui du droit de vote des femmes. Donc dans un tourbillon de changements, la France franchit un seuil historique. La monarchie constitutionnelle cède la place à la République. Mais cette transformation est loin d'être paisible. En 1793, des figures révolutionnaires telles que Maximilien de Robespierre forment le comité du salut public, déterminé à défendre la République naissante par tous les moyens nécessaires. Donc la violence devient un outil du comité du salut public pour éliminer toute opposition ou suspicion de trahison. La France est plongée dans la Grande Terreur, une époque où la peur règne et où la liberté et égalité semblent des promesses lointaines. La révolution, jadis porteuse d'espoir, se transforme en source de violence et de désolation. Ironiquement, même les membres du comité du salut public finissent par être exécutés alors qu'ils ont aidé à déclencher tout ce chaos. Et vous vous demandez quel est le rôle de Napoléon là-dedans? Eh bien, à ce moment-là, la France est plongée dans une instabilité politique et économique. Napoléon Bonaparte, qui voit tout ça, en profite pour se proclamer en sauveur, et avec son armée, il prend le pouvoir en 1799. Donc le moment de l'arrivée de Napoléon au pouvoir en 1799 met fin à la République et transformera la France en empire. Donc, les répercussions de la Révolution française sur la société sont profondes et durables. Sous l'influence des principes des Lumières, les délégués du tiers-État ont joué un rôle crucial dans la suppression de l'Ancien Régime et mettent fin à la notion qu'une personne pourrait être intrinsèquement supérieure à une autre et de jouir de plus de privilèges du fait de sa naissance dans une certaine classe sociale. Parce qu'à l'époque, une personne qui naissait pauvre restait pauvre et ne pouvait pas devenir riche ou noble ou peu importe. Donc désormais, tous les citoyens jouissent de la liberté et de l'égalité devant la loi, ainsi que du droit de vote. Donc la France adopte également le principe de la séparation des pouvoirs, concept qui, on se rappelle, était important pour les humanistes de la Renaissance, une séparation des pouvoirs qui assurerait une distribution équilibrée de l'autorité gouvernementale. La protection de ces droits fondamentaux est consacrée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le 26 août 1789. Malgré sa nature parfois violente, la Révolution française a définitivement aboli la hiérarchie des droits entre les citoyens, affirmant leur liberté et égalité universelle. En résumé, ce que vous devez comprendre sur les causes de la Révolution française, c'est que la fin de la guerre de 7 ans place la France dans une situation économique difficile. Donc le roi, pour renflouer les coffres, demande au tiers-État de payer des impôts, alors que la noblesse et le clergé ne paient presque aucun impôt. Donc le tiers-État trouve ça injuste et est bien entendu furieux. Et il faut aussi comprendre que les idées des philosophes des Lumières, comme la liberté et la séparation des pouvoirs, influencent les idées de révolution. Sans compter les Américains qui venaient tout juste d'en faire une. Donc vous imaginez, il y a la crise agricole de 1787 à 1788 qui laisse le tiers-État dans la faim. Et en plus, on a certains nobles qui profitent de cette crise pour accumuler de la nourriture et la revendre à des prix juste exorbitants. Donc la colère du tiers-État envers la noblesse monte encore plus. En 1789, le roi essaie de réunir les États généraux pour que la noblesse accepte de collaborer avec le tiers-État. Bien entendu, il refuse, donc le tiers-État, comme s'il n'était pas assez en colère, se met encore plus en colère. Donc le peuple finit par se soulever et abolir de force eux-mêmes les privilèges de l'élite et finalement la noblesse. Nous avons voyagé à travers le tumulte et les triomphes de deux des plus grandes révolutions de l'histoire moderne, de l'audace des patriotes américains luttant pour leur indépendance, à la passion et la persévérance du peuple français aspirant à la liberté, l'égalité et la fraternité. Donc ces révolutions ont redéfini le cours de l'histoire, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans le sillage des idéaux révolutionnaires et du chaos qui a suivi, un homme émerge prêt à marquer de son empreinte l'Europe et le monde, Napoléon Bonaparte. Donc l'ascension de Napoléon et la création de son empire remodèlera non seulement les frontières, mais aussi diffusera les idéaux révolutionnaires à travers le continent, laissant un héritage durable qui continue d'influencer notre monde aujourd'hui. Les révolutions américaines et françaises, suivies de l'ère napoléonienne,
nous rappellent le pouvoir des idées et de la volonté humaine pour changer le destin. Elles témoignent de notre quête incessante de liberté et de justice. Ainsi se termine notre vidéo sur cette période charnière de l'histoire. J'espère qu'elle vous aura aidé à en apprendre un peu plus sur les révolutions, leurs causes et leurs impacts. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter par texto, Messenger, section commentaires sur la plateforme ou en appel vidéo. Et moi je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao ciao.